Aujourd'hui, dans les entretiens de Nevermind, j'ai le plaisir de recevoir Geshe Lungdup, docteur en philosophie de la tradition Bön tibétaine, qui est la tradition spirituelle indigène du Tibet, une des plus anciennes au monde. Après avoir quitté le Tibet pour l'Inde en 1993, il étudia et pratiqua au sein du monastère de Menri, fondé en 1405, les sutras, les tantras et le dzogchen de l'école Bön, et différentes techniques de yoga tibétain qu'il a expérimenté durant de nombreuses années, et ce jusqu'en 2009, où il obtint le titre de Geshe. Il vit depuis en France, où il enseigne désormais son savoir et son expérience. Eh bien, bonjour Geshe Lungdup et merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour, Euh, bonjour Lucas. Hein. Ouais, merci hein, alors, pour pour m'inviter. commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, votre parcours en fait, ce qui vous a amené à venir en France pour Ouais, transmettre les pratiques du Bön tibétain? d'accord. Euh, Merci pour m'inviter. Donc, ça c'est avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Geshe Lundrup. Geshe, c'est un titre du diplôme. Donc, je suis né au Tibet, à Kham, parce qu'au Tibet, on a trois régions, Kham, Amdo, Usan, on appelle. Kham, c'est pas très loin du Lhasa. Euh, et depuis que j'étais petite, je commence à pratiquer du spiritual grâce de ma mère. J'ai rencontré des grands yogis et du Dzogchen, du Bon. Donc, j'avais commencé vraiment très, très, très tôt. Ensuite, après 1993, je suis venu en Inde. C'est la raison pour laquelle, pour étudier de philosophie, du bouddhisme, monastère. Donc, je suis venu en Inde, j'ai rencontré Dalai Lama. Ensuite, je suis allé au monastère du Bon. Euh, euh, Depuis 1993 jusqu'à 2008, presque 15 ans, j'ai étudié dans ce monastère et pratique de tradition du Bon, des sutras, tantras, des dzogchen. Donc, ensuite, 2009, je suis allé au Dharamsala pour étudier anglais. Et ensuite, 2000, à peu près 2010, je suis venu en France, là, depuis 10 ans, je suis là. Et j'ai essayé de transmettre la tradition du Bon, tout ce que tout ce que j'ai expérience, tout ce que j'ai à apprendre, pratique. Donc là, depuis presque 6 ans, j'ai j'ai commencé à enseigner du Bon au Dzogchen en France, en Europe, euh, donc, je parlais un peu pareil du anglais et français, un peu pareil, même, même niveau là. Mhm. C'est ça. Donc, voilà. D'accord, super. Ouais, Et donc, vous pratiquez essentiellement dans la tradition du Bön tibétain. Alors, c'est ça. est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est en fait? Parce que c'est pas aussi connu en France que le bouddhisme tibétain, donc c'est quelque chose de plus confidentiel en France. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est en quelques mots? D'accord. D'accord, ok. Le bon, bien sûr, c'est une tradition du tibétaine, mais c'est une tradition très, très ancienne du tibétain. Donc, principalement, dans le bon, il y en a trois évolutions, conclusion, je peux vous dire. La première évolution du bon, c'est un système de chamanisme. Donc, il y a avant de 18 millions avant qui existence au Tibet. Il y a beaucoup de, avec cette tradition, il y a beaucoup de rituels, beaucoup de croyances avec de la nature, comme les autres chamanismes, par exemple.
Ça, c'est aussi vivant aujourd'hui, quelque part. Et deuxième évolution du Bon, on appelle Yongdong Bon. Yongdong, ça veut dire swastika. C'était un symbole de swastika. Donc, c'était une tradition du Terresh qui est enseigné par un Bouddha, ça s'appelle Bouddha Tompa Shenrab. Donc, c'était un Bouddha qui était né au Xionzhong. Xionzhong, c'était un pays, aujourd'hui, c'est presque disparu parce que à partir du 7e siècle, ça commence à disparaître. Donc, ce Bouddha, elle était née il y a 18 millions avant, au Shangyong Kingdom. C'est à côté de Monkelash. Peut-être vous connaissez, je ne sais pas. Monkelash, aujourd'hui, au Tibet, il y a c'était un montagne sacré. Bon sacré, exactement. Donc, elle était née là, il enseigne des sutras, tantra, dzogchen, pratiquement 3 philosophies. Et ensuite, ça existe depuis longtemps donc, au Tibet, depuis longtemps les Tibétains qui pratiquent de cette tradition du premier partie, deuxième partie jusqu'à 8e siècle. Et à partir du 8e siècle, le Bon, elle était 3 évolutions. Ça commence. Ces 3 évolutions de Bon, ça s'appelle Nouvelle Bonne. Nouvelle Bonne, ça veut dire à partir du 8e siècle, le bouddhisme indien qui était venu au Tibet, ensuite, avec les traditions du Bon, ça se mélange. Ça s'appelle les nouvelles bonnes. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui pratiquent aussi. Et principalement, le Bon, c'est la deuxième partie aujourd'hui. Les gens pratiquent la deuxième partie du Bon qui pratiquent. Ça, c'est juste conclusion. Qu'est-ce que c'est le Bon? D'accord, bah, merci parce que ça repose quand même un contexte. Donc c'est 18 000 ans d'ancienneté, c'est ça, en fait. C'est ça, exactement. C'est Ça- très, très ancien. Et donc, Ouais, ouais. ça fait une pratique très ancienne et puis avec beaucoup de recul, en fait. Ah oui, oui, Et, oui. et donc, dans cette tradition, quel type de pratique on retrouve, en fait? Parce que dans le bouddhisme tibétain, tel que, en tout cas, Ouais, ouais. moi je le connais, donc il y a des pratiques préliminaires, il y a des pratiques avancées, il y a des pratiques secrètes, il y a des pratiques, Hmm, il y a de la méditation, il y a du yoga, il y a des pratiques énergétiques. Donc, hmm. comment est-ce que tout ça s'organise dans la tradition bonne et quelles sont ces pratiques? Dans la tradition de Bon, on appelle normalement, normalement, il y a beaucoup de méthodes. On appelle de 84 000 méthodes différentes. Selon les 84 000 les pensées négatives différentes, ça fonctionne par rapport à ça. Mais conclusion, 84 000, en résumé, 9 chemins. On appelle 9 chemins de bonne. 9 chemins de bonne, c'est ça selon comment selon d'un niveau de compréhension pour les personnes, les différents. Donc, par rapport à ça, il y a 9 étapes, ou 9 niveaux, ou 9 chemins. Le 9 chemins, quand vous êtes, comment dire, résumé, ensuite, on appelle le 3, ça veut dire extérieur, intérieur et sacré. Ce 3, quand vous êtes, comment dire, résumé, on appelle triléniatique, ça veut dire unité, unique universe. C'est un énergétique universe ou essentiel universe. Donc, ensuite, dans cette tradition, ça c'est normalement Dzogchen, ça vient de Dzogchen. Donc, dans cette tradition, il y a plein de méthodes, mais c'est pour résumer normalement par rapport à, pour les gens, les 3 choses principalement. On appelle ces pratiques du corporel, ça veut dire c'est des pratiques qui correspondent au physique, par exemple comme yoga, comme on appelle Tunkol, en tibétain on appelle Tunkol, en tradition du Tunkol. Ça veut dire tout ce qui est pratiquement de pratique qui correspond par rapport à le corporel, Tunkol et Botak Nation,
circumambulation, tout ce qui ça correspond par rapport à la physique. Il y en a plein de pratiques. Ensuite, il y a deuxième pratique qui correspond par rapport à les paroles. Ça veut dire tout ce qui est récitation, tout ce qui est prière, tout ce qui est travailler sur la respiration, ça s'appelle du talent par exemple. Le talent tomo, ça veut dire surtout concentrer sur la respiration pour travailler vraiment concentrer sur la respiration. Euh, Ensuite, il y a troisième pratique, ça correspond pour l'esprit. C'est une pratique de méditation. Ça veut dire vraiment focaliser pour l'esprit, pour comment se calmer, comment pour devenir de éveil et tout ça. Il y a peut-être plusieurs étapes. Donc, vous voyez, ça c'est juste pour résumer. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc, on a des pratiques qui sont vraiment axées sur le corps. Donc, c'est trop le corps, c'est ça? C'est ça, ouais. Et la respiration et la parole, c'est Tsalong. Oui, c'est talent, ouais. Et ensuite, toutes les pratiques sur l'esprit, c'est pour atteindre l'éveil et des choses Pour plus... méditation, par exemple. voilà, Ouais. la méditation. Tous les D'accord. processus de méditation, oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Donc, c'est très, c'est très, très large et très varié. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et du coup, la question que j'ai, c'est est-ce que tout le monde peut pratiquer cette tradition? Est-ce que il y a euh, des sortes de contre-indications ou est-ce que tout le monde, même sans être de religion bonne, peut bah, aller vous voir, par exemple, et dire, bah voilà, moi je voudrais apprendre telle ou telle méthode ou telle technique, ou je voudrais toutes les apprendre. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui, tout à fait. Cette tradition, elle est tout à fait ouverte parce que tout à fait, vraiment, comment dire, très accessible, ça veut dire très vraiment accessible. Et il n'y a aucune de différence par rapport à les gens, par rapport à âge, par rapport à sexe, par rapport à niveau, parce que ça veut dire, finalement, cette tradition, par exemple, comme neuf étapes de chemin, ou neuf chemins du bon, ça veut dire il y a tous les niveaux. Quel niveau vous êtes, ensuite, je peux choisir ce niveau-là. Ça veut dire, c'est-à-dire finalement, tout le monde, sans exceptionnel, peut pratiquer cette pratique par rapport à niveau que j'en ai, par rapport à quel niveau je correspond, parce qu'on peut choisir. Aussi, c'est bien sûr, les, aucune obligatoire pour pratiquer cette méthode de bonne. Il n'y a aucune obligatoire de devenir de bonne, ou devenir de religieuse, devenir de quelqu'un de croyance. C'est vraiment, ça c'est chacun choix. Il n'y a aucune obligatoire normalement. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont pratiqué de plus en plus, ensuite, de plus en plus, ils entrent dedans. Ensuite, ils sont devenus extrêmes quelque part. Donc, ça fonction de chaque individuel. Normalement, par rapport à la tradition lui-même, il ne propose rien du tout normalement. Parce que l'enseignement de Bouddha, c'est essentiellement pour l'aider les autres, individuellement, collectivement, physiquement, mentalement, tout ce que va pas pour l'aider. Parce que la but, c'est que ça. Donc, ce n'est pas condition pour devenir quelqu'un, ce n'est pas condition il faut faire ceci, cela, il n'y a aucune condition normalement. L'idée, c'est vraiment, c'est accessible pour pouvoir l'aider pour les autres. D'accord. Donc, Mm. c'est ouvert à tout le Mm. monde, et Mm. quel que soit le niveau. Et imaginons qu'il y ait donc une personne qui ne connaisse pas du tout la méditation, qui n'ait jamais pratiqué aucune forme de yoga, et qui viendrait vous voir et qui vous demanderait, ben moi j'aimerais bien commencer la pratique avec vous. Ouais. Et par quoi est-ce que par quoi est-ce qu'il devrait commencer en fait? Est-ce que ce serait plutôt par la méditation ou plutôt sur les pratiques de respiration, ou plutôt les pratiques corporelles? Mm. Ça, c'est parce que moi, je peux, normalement, les gens, c'est pas mal les gens qui me demandent, comme ça aussi, quand vous posez les questions, c'est exactement pareil, de la même Mhm. façon, parce qu'ils ne savent pas
comment dire, quel contexte qu'elle voulait pratiquer. Donc, normalement, parce que en tout cas, je vais le répondre, par exemple, exactement quelle sorte de pratique, par exemple. Et il y a toutes les méthodes qui existent dans cette tradition, dans cette méthode, dans cette philosophie. Et parce que parfois, certaines légions plus cherchaient par rapport à la corporale, pratique de corporale, ça veut dire qui correspond physique. C'est vrai, hein? Parce que surtout, ils voulaient bouger, ils voulaient faire améliorer sa santé, ils voulaient faire quelque chose avec son physique pour ce minimum aussi, par exemple, comme les femmes aussi pour beauté, par exemple. Mm. Vous voyez? Mm. Et, aussi il y a beaucoup de gens, pas mal de gens qui cherchent aussi. Il y a deuxième catégorie qui correspond à deuxième catégorie du pratique, par exemple. Le mantra, des récitations, prières, euh, connecté quelque part avec niveau d'énergie. Donc, ce mantra, c'est finalement c'est en langue qui pourra parler avec à certains niveaux Mhm. du énergétique, certains niveaux du comment dire, divinity, ce que vous voulez. Donc, ensuite, il y a un autre type de légion qui vient vraiment chercher l'esprit, ça veut dire par rapport à stress, par rapport à euh, plutôt intérieur, pour difficulté, pour gérer son énergie, son esprit, pour penser, tout ça. En tout cas, je le propose d'abord, bien sûr, le ultimate pour lui c'est qui correspond à la méditation, mais on ne peut pas méditer directement normalement avec quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus. D'abord, il faut travailler, il est droit de travailler, il a besoin de travailler pour corporel, pour pratiquer du yoga, du corps. Aussi, des deuxième catégorie, respiration, ça c'est vraiment nécessaire pour ce processus. Et il faut juste comment dire, pour pouvoir avancer avec ce niveau du troisième de méditation. Donc, je, le, je leur propose comme ça, mais pas mal de gens qui aimaient, qui disaient, ah, ça vraiment, ça marche bien. Mm. Moi, j'ai essayé avant comme méditation. J'ai rien, j'ai j'ai jamais travaillé corporel, j'ai jamais travaillé respiration. Essayer directement méditation, ça ne marche pas. Donc, pas mal de gens qui disent ça aussi. Ça, c'est exactement pareil. Donc, ça, c'est logique. Mm. Oui, alors c'est intéressant. C'est vrai que aujourd'hui, on voit il y a beaucoup d'approches de la méditation où le corps et même la respiration sont pas vraiment pris en compte. C'est on Ah va oui, c'est ça. directement. Et le problème, c'est que bah, en Occident, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec beaucoup de problèmes et de soucis physiques et psychologiques qui sont causés par la méditation parce que ça enlève des blocages. Et le problème, comme ils n'ont pas fait de travail d'abord sur le corps, ça leur pose des problèmes ensuite dans la méditation qui n'est pas efficace, on va dire. Exactement, oui, c'est ça. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus désagréable en fait. Ah Comme, oui, exactement. Oui, c'est vrai, parce que les gens, ils viennent ils me disaient, j'ai essayé méditation, soit quand je commence à méditer, soit je me dormais, soit j'agite. Parce que et ouais. ça, c'est normal. Ça, c'est normal depuis parce que il y a beaucoup de gens qui disent, qui n'est- ça veut dire, ce genre de légions, elles ne sont pas faites directement de méditer parce que il y a un processus qu'ils doivent faire avant. D'accord. Et en fait, ça dépend en fait aussi du type de personne qui, j'imagine, Hmm. qui vient devant vous, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont plus prêts en fait pour Ah oui, oui, commencer par. exactement. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, D'accord. ouais. Oui, donc ça vous demande aussi, avec votre expérience, de bien connaître, de bien regarder la personne qui est en face de vous et de lui poser des questions, etc. J'imagine. Exactement, oui, c'est ça, exactement. Je vais essayer parce que là, c'est normalement au Tibet, en Inde, j'ai pas mal de déjà expérience, mais j'ai jamais expérience occidentale avec méditation, Ah, enseigner méditation. c'est pas pareil. C'est pas Pas pareil, pareil. hein, c'est pas pareil du tout. Par Ouais. exemple, au Tibet, par exemple, les gens qui ont essayé de méditer, le, le, la majorité du problème,
la problématique, c'est, comment dire, le s'endormir. Ça veut dire ils sont souvent s'endormis, fatigués, des choses. Peut-être, je ne sais pas, ça vient d'où, peut-être alimentaire, peut-être la météo, ça c'est, je ne sais pas encore. Mais en Occident, ça c'est absolument le contraire. Donc, les gens agitent, plutôt agités. Donc, c'est pour ça je regarde donc en face les gens, comment adapter, quelle méthode, quel tel besoin, d'abord pour commencer. Ensuite, ça marche bien normalement. Oui, parce que ça ne fonctionne pas tout le monde pareil. D'accord, donc en réalité, vos pratiques, parce que euh, c'est une tradition qui a 18 000 ans, donc qui est très très ancienne, et en même Hmm, temps, elle permet à des gens aujourd'hui, donc du monde moderne, on va dire, de calmer un petit peu l'agitation du monde occidental moderne pour pouvoir ensuite passer à de la méditation et à des choses plus avancées, on va dire. Donc, oui, oui, c'est ça. est-ce que selon vous, c'est une pratique qui est tout à fait adaptée à un occidental voilà, qui a une vie de famille, qui travaille tous les jours et qui est stressé, qui doit prendre le métro, etc. Est-ce que c'est adapté selon vous? Ah oui, tout à fait. Donc, normalement, la méthode lui-même, elle est déjà existe. Elle est déjà existe dans le grâce des yogis qui sont passés. Ils sont toute sa vie qui pratiquent dans une grotte, par exemple. Les yogis ont imaginé. Donc, euh, ils ont beaucoup de choses qui nous laissaient pour conseiller, méthodes, comment ils sont passés à travers ce chemin, comment ils sont éteints la lumière. Donc, en tout cas, la méthode lui-même, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de chercher ailleurs, je n'ai pas besoin de chercher, faire aussi, à créer nouveau. Ça veut dire surtout pour juste adapter, tel, comme les recettes Mhm. de cuisine, par exemple. Oui, Parce que oui, toutes ces conditions pour cuisiner, elle est là, mais là, juste pour faire recette. Oui, c'est tout. d'accord. C'est ça, ouais. Donc c'est adapté et en plus donc vous avez vous une c'est quelque chose qui vous a été transmis de façon complète donc C'est ça, ouais, 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 ouais donc ouais, il ouais, suffit juste d'adapter au monde occidental et donc ouais. on parlait de méditation et des différentes les 9 voies du Bon tibétain. Hmm. Est-ce que cette tradition, est-ce que c'est une voie qui permet de façon ultime d'aller vers l'éveil ou la libération ou l'état de Bouddha? Alors, évidemment, quand on commence à méditer, c'est peut-être pas ça qu'on va se poser comme question, mais est-ce que avec l'intégralité du chemin, c'est quelque chose de possible dans la vie aujourd'hui? Ah oui, effectivement. Donc, dans cette édition, par rapport à la méditation, il y a deux buts. Ça veut dire finalement deux buts. Le premier but, c'est absolument, comme vous disiez, c'est éteindre éveil. Ça veut dire éteindre lumière. Comment dire, aller vers la direction de la lumière et libération. Ah. Et deuxième but, c'est pour minimum dans cette vie de réduire le stress pour ça se calmer et comment dire être tranquillité. Donc il faut que ça soit la vie et le passé facile. Ça veut dire ça permet pour les gens vraiment permettre de gérer plus facilement ses propres énergie et dépenser. Donc ça c'est le deuxième but. Il y a seulement deux buts. Mais ensuite, par rapport à la libération, dans la tradition du Bon, il y en a trois philosophies. Trois philosophies. Selon les trois philosophies, il est selon les trois libérations, on appelle.
Donc, famille philosophie, on appelle le sutra philosophie, c'est du chemin du abandonné. C'est-à-dire, comme d'autres traditions, c'est un peu pareil. Donc, sutra, la façon de sutra, ça veut dire pour toutes les émotions négatives, pour abandonner. Et juste pour éveiller, juste pour. euh, euh, et ensuite, le deuxième chemin du tantra, on appelle transformer, transformer des émotions. Donc, ça veut dire le tantra, dans cette philosophie, il y a toutes ces négatives émotions, euh, euh, pouvoir pour transmettre, transforme du négatif à positif, par exemple. Mhm. Pour état du Bouddha ou état de la lumière. Donc, ensuite, le troisième chemin de philosophie, on appelle le chemin de libération. Ça, c'est le Dzogchen. Le Dzogchen, les négatives émotions, tout c'est ni abandonné, ni transformé. Donc, ça veut dire ça se libère tout seul. Donc, ça, on appelle de la voie de la voie du unité, de la voie du univers, de la voie du, comment dire, libération soi. Ouais. Donc, tout à fait, les trois voies sont capables de vous éveiller, pour permettre d'éveiller, mais la différence, les trois voies sont pour arriver à ce niveau de destination de la lumière en destination de la libération du total. Le sutra, ça prend plus de temps que tantra. Le tantra, ça prend plus de temps que dzogchen. Par rapport au dzogchen, ça peut, ça peut être libération dans cette vie. Ça, c'est seulement le dzogchen, une méthode qui permet. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que donc ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure. On va prendre alors c'est un exemple, hein, mais une personne, disons, elle a trois enfants, beaucoup de travail, et elle peut pratiquer, on va dire, le matin 15 minutes et de temps en temps faire une retraite, etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible de suivre ce chemin quand même, ou est-ce que vaut mieux pas essayer et que ça sert à rien? Si, effectivement, parce qu'on a beaucoup de gens, surtout les Occidentaux, parce que finalement, un peu pareil, donc, surtout parce que tout le monde a une famille et des enfants, donc tout le monde va avoir du travail, et la vie quotidienne de tous les jours, il faut faire quelque chose, c'est la même chose. Mm. Donc, en même temps, et en même temps, il peut tout à fait pratiquer de la vie quotidienne, par exemple, pour organiser, soit le matin, soit le matin. Ça veut dire, on peut. Et moi, je veux parler avec les gens parce que c'est vraiment, c'est, euh, c'est, euh, euh, c'est pas nécessaire faut rester méditer pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures sans bouger. Ça, c'est y a rien normalement. Parce que pour les débutants, surtout pour les débutants, ça ne marche pas aussi. Les gens, malheureusement, les gens, ils pensent, par rapport à son ego, parce que quand il est assis 2 heures, il est content, il pense, il médite 2 heures. Euh, Quand il est assis 3 heures, il est encore plus content parce qu'il pense, je médite 3 heures. Ah, c'est incroyable. Finalement, finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça se passe rien du tout, rien du tout. Parce que la ego, ça augmente, le ego, il disait, oh, moi, je pratique beaucoup, là, j'ai certains niveaux, je arrive à certains niveaux du spirituel, là, je peux faire quelque chose. Donc, ça, c'est juste ego. Finalement, réellement, cette personne, ça ne changeait rien du tout. Parce que c'était difficile pour les débutants pour méditer sans bouger 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça ne sert à rien normalement. Donc, c'est pour ça que je donne les gens pour conseiller par rapport à ma expérience. Aussi, ce n'est pas que ma expérience. Il y a beaucoup de yogis qui disent ça aussi.
cette expérience qu'ils racontaient. Ils ont dit pour les débutants, surtout, font pas beaucoup plus de temps. Il faut euh, moins, moins, euh, moins lent possible et plus, plus fréquente dans la Mhm. journée. Ça veut dire Plusieurs fois, mais plusieurs fois petite, à petite par petite quantité. dose, d'accord. C'est Ok. ça, oui, exactement. Oui, Donc, ce qui permet en fait de pouvoir pratiquer toute la journée. En oui, fait, c'est ça, c'est ce qu'il pourra faire, mais exactement, c'est ça. Donc, la méditation, ce n'est pas pour quantité des minutes et des heures. Ce n'est pas quantité. Ça veut dire, méditation, ça veut dire c'est un certain qualité de l'esprit pour rester à un certain niveau. Ça veut dire, parce que si cette qualité, si quelqu'un qui n'est pas capable de cette qualité du niveau de l'esprit, ensuite, ça ne sert à rien pour rester sans bouger. Ça veut dire. mm, Donc, c'est pour ça, donc, dans, dans un premier temps, pour les gens, c'est difficile de avoir une vraie qualité de méditation pendant 1 heure. Ça, c'est impossible, normalement, impossible. Parce que normalement, pour les gens, quand ils commencent, si ça se passe bien, s'ils comprennent bien, donc dans un premier contexte de méditation, la qualité, peut-être ça peut être juste 1 minute, ça c'est mm. déjà bien. Cette 1 minute, on doit augmenter d'1 minute. 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes, 4 minutes. Même qualité. Si qualité, elle est déjà payée, ça veut dire, moi, ce n'est pas du tout méditation. Donc, Mm, mm, mm. hmm, Oui, parce qu'on on peut rester 2 heures assis en somnolent, en dormant un peu, ah ouais, c'est ça. ou en pensant tout le temps, bon alors là, ça fait combien de temps que je suis en train de méditer, il me reste combien de temps, ouais. Ah oui, c'est ça. Exactement, ça ne sert à Et rien. au Donc, final, c'est du temps perdu et en plus, peut-être qu'on s'habitue à mal méditer en faisant ça. Peut-être qu'on ah oui, s'habitue oui, oui. Ouais. à associer la méditation avec une sorte de torpeur ou de sommeil à moitié, Hmm, un petit peu un état de sommeil. Alors, j'avais une question un petit peu liée au sommeil. hmm. Est-ce que vous avez des pratiques en Occident, on appelle ça le rêve lucide, par exemple. Ah oui, oui, oui. Alors je crois qu'il y a aussi dans le bouddhisme tibétain, il y a le yoga du rêve. Est-ce que vous proposez ça aussi des pratiques pour méditer quand on dort en fait et quand on Mhm. rêve? Est-ce que vous pratiquez ça également? Ah oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je pratique depuis longtemps du yoga de rêve. Ça, Mhm, c'est un petit peu pour moi particulier, on peut dire. Mon maître aussi, ils sont comment dire, et toute sa vie, il pratique du yoga de rêve aussi. Parce que yoga de rêve, dans la tradition de Bonn, il est très vaste, il est très riche. Donc, l'explication, c'est la méthode lui-même, elle était vraiment une très, très bonne méthode qui mhm, existe depuis très ancien. Donc, moi, je pratique moi-même aussi. Je enseigne les gens aussi. Parfois, je fais stage. Je viens de finir des stages il y a quelques semaines, donc mhm, avec petite groupe de yoga de rêve. Parce que yoga, il y en a deux choses, yoga de rêve et yoga de sommeil. mhm, Yoga de rêve, c'est travailler avec seulement pour le travail rêve lucide, essayer de rêve lucide, essayer de conscience de rêve lucide, essayer de reconnaître le rêve, essayer du, comment dire, plein de choses, possibilités dans le rêve normalement, parce que si on est incapable de, euh, en bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau par rapport à le rêve, ensuite, on- cette personne elle est capable de faire, comment dire, profiter de tous ses rêves, tout ce qu'on peut imaginer, on peut réaliser dans le rêve. Donc, c'est pour ça aussi, et ça c'est vraiment intéressant pour, euh, euh, c'est une pratique très intéressante, mais aussi assez difficile parce que dans un premier temps, toujours comme ça, hein. Donc, pour les débutants, il y a des processus, des préliminaires, purification,
Donc, ouais, c'est ça. Et alors, il y a le yoga du rêve et il y a le yoga du sommeil. Et alors, quelle est la différence ou quelle est la particularité du yoga du sommeil? Hmm. Le yoga de rêve, c'est surtout travailler par rapport à le rêve, Mhm. par rapport à les rêves. Si quelqu'un qui n'est pas de rêve, ça veut dire cette personne, il ne peut pas pratiquer le yoga de rêve. Donc, ensuite, euh, il y a deuxième yoga du sommeil, ça veut dire il y a quelqu'un qui peut dormir, en même temps, s'il rêve et s'il n'est pas rêve, c'est pas grave. Et surtout, le but, c'est euh, dormir et en même temps intégration de méditation, intégrer méditation. Les méditants et on s'endormit en même temps. Donc ça, c'est vraiment, c'était une capacité de très, très puissance, très niveau de haut, Mhm. normalement, ouais. Donc, Mais comme on dort beaucoup dans la vie, ça ouais, permet de pratiquer beaucoup aussi, oui, quelque part. exactement, Ouais. exactement. Donc ça, c'est aussi du yoga de rêve, ce qui est, qui dit ça aussi parce que nous, notre vie, c'est presque moitié on dort. Mhm. Donc, ça veut dire si quelqu'un qui est capable de travailler sur le rêve, sur le sommeil, ça veut dire que c'était vraiment, c'est la chance du, grande chance du travail, du pratique spirituel pour éveil. Ça, c'est, ouais, grande chance. Et j'avais une autre question aussi sur ce mot éveil ou libération. Qu'est-ce que pour vous, ou dans votre expérience, ou de ce que vous savez de toute votre formation, qu'est-ce que c'est en quelques mots l'éveil en fait? Hmm, C'est une question que moi personnellement j'essaie de définir dans mon activité, dans ce que je fais. Et c'est vrai que selon les traditions, on va avoir des définitions différentes qui mhm, sont, certains vont dire, considérer que l'éveil, c'est juste reconnaître que l'ego, c'est une illusion. Et hmm, il y a d'autres traditions qui vont considérer que l'éveil ou l'illumination, c'est n'avoir que des qualités positives et être omniscient comme une sorte de Dieu, quoi, on va dire. Hein. Donc, hmm. Ah oui, c'est ça. et voilà, comme une sorte de tout-puissant. Donc, selon les traditions, on a des choses différentes. Et alors, dans la tradition bonne et selon votre expérience, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut, oui, qu'est-ce que ça peut engager comme, Devinez, d'accord, voilà, ok. comme définition. Donc, selon la tradition du Bund, éveil, ça veut dire parfois, parce qu'il y a certains mots, parfois on appelle éveil, parfois on appelle libération, parfois on appelle du Bouddha. Donc, parfois on appelle Nirvana, Mm. Nirvana, par exemple. Donc, ça veut dire finalement, la définition, c'est libération. Libération, ça veut dire liberté du total du samsara. Le samsara, ça veut dire par exemple, nous sommes aujourd'hui dans le samsara. Samsara, c'est la cycle de souffrance, par exemple. Mhm. On est, on meurt, on est, on meurt, on est, on meurt. N'importe quelle forme du comment dire, de la vie. Ça, donc, surtout, on est, on meurt, on est, on meurt, jusqu'à ce col comme ça, tourner, tourner, tourner. Donc, cette col, on appelle samsara. De libération, ça veut dire sortir de cette séquence et liberté de cette prison. On appelle ça comme on considère comme prison, sortir de cette prison. Donc, ça s'appelle libération. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on doit liberté, ça veut dire on doit liberté de nous-mêmes, on doit liberté de notre propre de négatives émotions, notre propre du negative energy, notre propre du ego. Et tout ce que ça permet, tout ce que ça nous permet aujourd'hui pour souffrance, difficulté, blocage, tout ça, c'est, on doit liberté, ça veut dire, on doit éviter dans cet état. Quand on est arrivé à ce niveau, pour tout ce qui est évité, tout ce qui est comment dire, la distance
toutes ces conditions-là. Là, on appelle aussi parfois Bouddha, parfois on a Nirvana, parfois on appelle libération, éveil, éveil. Donc, ça veut dire éveil, finalement, par rapport au yoga de rêve, on considère, aujourd'hui, nous sommes tous en dormant. Nous sommes tous en train de rêver, ensemble de rêver quelque chose. La vie, c'est comme, finalement, c'est un rêve. Parce que nous sommes endormis. Parce que nous sommes pas encore éveillés. Nous sommes dormis avec ignorance. Lorsque l'ignorance disparaît, là, à partir de là, nous sommes éveillés. Donc là, à partir de là, nous avons perçoit d'autres, absolument d'autres perceptions, absolument d'autres, comment ça s'appelle, d'autres visions qui apparaissent par rapport à nous. Donc, D'accord. ouais, Ça paraît être un programme plutôt sympathique. ouais. Et ça a l'air d'être bien. Et alors justement, pour pouvoir atteindre l'éveil, alors si on peut le dire comme ça, il faut pouvoir suivre un enseignement. Et selon vous, comment est-ce que quelqu'un qui veut commencer ses pratiques peut trouver un enseignant authentique, notamment dans votre tradition, et comment éviter les abus? Parce qu'en réalité, on voit de plus en plus des grands maîtres qui sont dits, alors surtout maintenant en fait, hein, surtout dans notre période actuelle, des grands maîtres dits réalisés qui sont aujourd'hui, qui ont un comportement qui peut paraître un peu abusif Mm, et qui ne paraît pas toujours très éthique ou très moral. Et comment éviter ces abus pour quelqu'un qui va commencer? Comment ne pas se tromper en fait? mm. Oui, ça c'est une très très bonne question. Parce que c'est vrai, vraiment, aujourd'hui, c'était une période c'est très très particulière. Aussi, ce n'est pas seulement en Occident. Au Tibet aussi, ça existe beaucoup le nom de grand maître. Ce n'est pas grand maître, finalement, réellement. Juste pour le nom du grand maître, certaines légions et abusent de beaucoup de gens, abusent de n'importe qui aussi. En Chine aussi, il y a un problème aussi avec certains niveaux-là. Il y a quelques années, Dalai Lama, il parle des choses. Il a discuté avec des Chinois qui viennent de Chine, qui disaient aujourd'hui, au Chine, il y a des maîtres qui viennent du Tibet, et finalement, ce n'est pas maître, donc qui abusaient des filles, des femmes, de l'argent, vous voyez, plein de choses qui se passent. Et donc, finalement, le Dalai Lama, il a dit, dans ce niveau-là, moi, je ne peux rien faire. C'est vous qui doit étudier qui est bon maître, qui n'est pas bon maître. Donc, finalement, parce que dans le Dharma, par exemple, dans le Dharma ou dans le Bon, pareil aussi. Avant de commencer, pour rencontrer soit ton maître, ou c'était un maître qui doit accepter ses étudiants, aussi les uns les autres, pour pouvoir comment dire, examiner aussi, pour pouvoir, comment ça s'appelle, observation. Donc, il y a des méthodes qui observent, méthodes qui pouvaient tester les uns les autres aussi qui existent. Ça s'appelle l'amatartap, ça veut dire Shinye Dembiti. Ça veut dire comment peut-on le, le, la, la qualification du maître, comment peut-on la qualification de l'étudiant. Donc, vraiment, ça, c'est très, très vaste aussi. Très vaste cette méthode, c'est un enseignement très vaste. Donc, je pense que le problème d'aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas très, très attention par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Juste, ils envoient les gens quelqu'un qui est très connu, ils envoient tous avec. Donc, le problème, c'est là. Donc, vraiment, souvent, les gens, quelqu'un qui est très connu, c'est pas forcément positif. Pas forcément. Oui. Ouais.
Et puis, en plus, les conséquences peuvent être très nombreuses, que ce soit psychologiques ou elles peuvent être très graves. Et puis aussi du point de vue même de la pratique, c'est-à-dire que quelqu'un va confier sa confiance en quelqu'un d'autre pour le mener, enfin pour lui enseigner quelque chose, et cette personne va abuser de sa position et du coup l'élève va perdre confiance en le fait que effectivement on peut atteindre l'éveil, on peut, et donc c'est ça fait du mal non seulement aux pratiquants, mais à tous les gens en fait qui souhaitent pouvoir bénéficier de ces enseignements. Hmm, Donc vraiment, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que il faut pas juste se référer à la popularité en fait hmm. du maître, mais voir par soi-même. Et ça me fait penser à une phrase que disait, enfin, c'est dans un des sutras du Bouddha Shakyamuni qui disait ne croyez pas ce que je dis, mais essayez d'abord et voyez par Ah, vous-même. c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui aujourd'hui, les gens, ils ont tellement besoin d'absolu qu'ils Ouais, sont, ils se donnent en fait parce qu'ils espèrent obtenir quelque chose de ces entre guillemets maîtres, et peut-être que revenir à des choses plus pragmatiques et de se dire mais est-ce que j'ai bien observé, et hmm. donc, oui, mais c'est très intéressant, et c'est vrai que c'est, moi j'ai la vision de ce qui se passe en Occident, mais c'est vrai que de voir que ça se passe aussi au Tibet et aussi en Chine, c'est un peu la nature humaine, c'est le Ah oui, samsara. exactement, exactement, de Voilà. Samsara. Parce que ça, c'est dans le nom du lama, dans le nom comment dire, des maîtres, des moines, des original légions. Finalement, tout ce qui est existence, tous les niveaux-là, ça veut dire finalement. Bon, Oui. merci pour ces éclaircissements. Et je voulais savoir également, avant de terminer cet entretien, donc si des personnes donc, qui regardent cette interview souhaitent vous contacter pour pouvoir apprendre un petit peu les pratiques du Bön, Mhm. quelles sont vos prochaines formations et comment est-ce qu'ils font pour suivre vos enseignements? Est-ce que vous avez des enseignements en ligne ou sur place? Quelles sont vos activités en ce moment? Ah oui. Donc, j'ai un site internet. Ça s'appelle Geshe Lundrup. Geshe Lundrup. Je le mettrai dans la D'accord. description. D'accord. GesheLundrup.com. Un autre site internet, Sagesse du Tibet. Donc, j'ai une association qui s'appelle Sagesse du Tibet. Donc, ensuite, normalement, dans le site internet, soit le Facebook, aussi le Facebook, en page qui s'appelle Sagesse du Tibet. Et quand je fais quelque chose des stages, comment dire, en ligne, et normalement, je mets chaque fois Mhm. pour annoncer ce que veulent participer. Donc, moi, si vous êtes quelqu'un intéressé pour, comment dire, pour pratiquer, euh, donc vous pouvez garder cette page de Facebook, aussi comment ça s'appelle, site internet. Mhm. Donc, vous la D'accord, bah, trouvez, toutes ces informations. je Ouais. mettrai tout ça dans la description dans ce cas-là. Mhm. Et ben, je vous remercie hein, vraiment d'avoir pu faire cet échange avec moi, et j'espère que ça pourra en inspirer beaucoup. Merci beaucoup, hein. Voilà, bah, merci encore et peut-être à bientôt. Ah oui, merci beaucoup, Ludo. Merci, merci, hein. C'est vraiment, c'est super, hein.